intervention par une citation. Alors nous voulons changer de gauche, pas changer la gauche, reconstruire du neuf à gauche, en rupture avec l'orientation prônée par les directions du Parti socialiste et du Parti communiste français. Nous ne voulons pas construire un parti d'aménagement, mais un parti de rupture. Face à une vie politique centralisée par l'État, nous avons besoin d'un parti, d'une force pour la transformation révolutionnaire de la société. C'est nécessaire et c'est possible. Alors tout le monde aura donc reconnu un passage du texte pour un anticapitalisme et un socialisme du XXIe siècle qui a été la base de discussion de la première coordination des différents comités d'initiative en juin 2008 pour la création du nouveau parti anticapitaliste. Alors c'est vrai que 6 ans se sont écoulés depuis la création de notre parti et c'est vrai que pendant ces 6 premières années, notre parti a été confronté à de nombreuses difficultés, à une scission et a été confronté à une petite crise, à une crise crise interne, crise externe, etc. Et on a été percuté, il faut le dire, par l'approfondissement des crises économiques et écologiques. On a été percuté ces dernières années par l'approfondissement de la crise de la représentation politique et de la perspective globale. Nous n'avons évidemment pas, et quand je dis nous, c'est l'ensemble du parti, perçu toutes les implications de la création du Front de gauche. Et donc, évidemment, il faudra donc tirer un bilan serein de tout cela. Mais faire croire aujourd'hui que les difficultés de notre organisation que nous avons connues, que nous connaissons et que nous connaîtrons sans doute encore, est le produit des ambiguïtés du projet fondateur, de l'absence de clarté programmatique ou encore du flou stratégique de la majorité, relève aujourd'hui de la très mauvaise polémique. Alors les désaccords politiques existent dans notre organisation et à mon sens, c'est la vie d'un parti démocratique qui est percuté par la situation aujourd'hui, situation politique, sociale, économique, et des désaccords politiques peuvent exister et c'est tant mieux et il ne faut surtout pas les cacher ou les minimiser. Alors il y a des désaccords aujourd'hui sur la question d'unité d'action, sur les priorités d'intervention, sur nos délimitations, sur les objectifs politiques, sur certaines questions de fonctionnement interne et des accords également sur les pratiques de direction et plus sans doute plus récemment des désaccords sur le traitement de questions principielles. Mais ces désaccords sont heureusement, je dirais, pondérés, voire gommés par de nombreux dans la majorité des comités aujourd'hui. Et c'est tant mieux, parce que dans la majorité des comités aujourd'hui, les militants et les militantes du parti ont la volonté, veulent que leur parti, que le NPA existe, interviennent sur le terrain, soit un parti utile et soit bel et bien présent évidemment dans les mobilisations mais aussi sur le terrain politique. Et cette volonté des militants et des militantes permettent aujourd'hui à notre parti d'être considéré comme un parti utile et de redynamiser malgré, je reviendrai un petit peu plus tard, malgré nos difficultés. Aujourd'hui, vu la séquence dernière, le parti, le NPA, n'a pas à rougir de tout ce qu'il a fait dans la séquence dernière. Ça a été le cas, par exemple, du NPA bien présent et pour soutenir les bonnets rouges en Bretagne, ou que ce soit dans la lutte des cheminots, celle des intermittents, chômeurs et précaires, celle de Notre-Dame-des-Landes, ou dans la solidarité encore avec le peuple palestinien, ou encore dans le combat contre la politique du gouvernement, en particulier en étant à l'initiative de la manifestation sociale, associative et politique du 12 avril dernier. Alors pour que notre parti continue à être utile, soit utile et devienne ce qu'on en a toujours voulu et ce qui commence à être un outil pour les luttes, mais aussi un outil crédible d'alternative politique, il faut évidemment prendre réellement la mesure de la situation dans laquelle on est et pas simplement l'idéaliser. On est dans une situation
qu'il n'y a pas de désaccord entre nous, d'offensive généralisée de la bourgeoisie, dans une situation où les rapports de force continuent de se dégrader malgré des luttes, voire des révolutions. Ces luttes et ces révolutions, malheureusement, à l'heure actuelle, ne produisent pas d'alternatives politiques ni de nouvelles perspectives de transformation sociale et écologique crédibles. Alors l'affaiblissement du mouvement ouvrier est donc aujourd'hui une donnée incontournable, alors que la poussée des forces de droite, d'extrême droite, de forces fascisantes et de mouvements intégristes qui aujourd'hui détournent les aspirations contestataires sont évidemment pour nous un problème qu'il faut évidemment dépasser et contourner. Alors comment agir? Comment le NPA doit agir dans ce contexte pour à la fois unifier les résistances, reconstruire un mouvement ouvrier et une véritable alternative sur une base non réformiste? C'est évidemment toute la question du NPA depuis sa création. Ça se fera dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et nous, on pense que cela suppose de travailler à reconstruire un projet global, un projet éco-socialiste, et dont une des traductions doit être notre programme de mesures d'urgence. Alors comment le NPA va, et c'est l'enjeu, tout l'enjeu des mois et des semaines qui viennent, c'est comment le NPA va se positionner dans la crise politique majeure, dans la crise politique sociale et économique majeure qu'on connaît tous. Et pour nous, pour se positionner, pour avancer, pour se construire, pour se développer, il faut que le NPA ne lâche pas sur son triptyque fondateur. Indépendance, unité et radicalité. Et dans les semaines qui viennent, la question centrale sera celle du front uni, qui doit être au cœur de notre tactique de construction du parti et du rapport de force. La question de l'unité est une question évidemment structurante. Et notre tâche doit être à la fois de construire l'unité et disputer à l'intérieur de l'unité l'hégémonie fragilisée des réformistes. Il ne faut pas avoir peur d'être unitaire. Unitaire dans les luttes, mais aussi dans les luttes à l'intérieur, travailler sur le contenu même des luttes et des revendications. Et pour cela, poser des questions claires, fragiliser les gens avec lesquels on milite, avec lesquels on mène des luttes. Et ça répond à une question essentielle qui est celui du débouché politique. Mais on ne peut pas avoir un front unique partiel. Il faut un front unique total. Il faut l'unité aujourd'hui dans les luttes et aussi pour construire une alternative politique globale. Alors le deuxième enjeu dans les semaines, c'est évidemment où on est en interne, le NPA. Comment redynamiser les comités? Parce que aujourd'hui, l'université d'été a été un véritable succès en termes numériques, mais on sait tous et toutes que dans nos comités, c'est pas la joie tous les jours et on a des difficultés de plus en plus grandissantes, des difficultés militantes. On voit qu'il y a des comités qui ont disparu, les militants viennent plus régulièrement, etc. Donc l'enjeu aussi dans les semaines et dans les mois qui viennent, c'est de redonner confiance et redonner, aux militants et aux militantes l'envie de revenir dans le NPA, de remiliter et de redonner aujourd'hui au NPA d'aujourd'hui la même actualité et la même force dynamique qu'on a eue au moment de la fondation. Et c'est évidemment tout l'enjeu. Et ça, il faut le faire ensemble, tous ensemble, et sans se cacher nos divergences et discuter des divergences politiques. Et évidemment, aujourd'hui, je terminerai là-dessus, le NPA est à la croisée des chemins. Soit on continue pour défendre un parti unitaire, indépendant, radical, ou on passe à un autre parti, un parti plus petit, mais ce n'est pas celui dont on avait créé en 2008. C'est effectivement important qu'on prenne l'habitude de tirer des bilans, et en particulier qu'en tant que membre de la direction, on fasse aussi une part de l'appréciation qu'on a des bilans que l'on tire les uns les autres de ce qu'on a fait. Donc moi je ferai en 3 points. D'abord, le NPA, c'est un outil qui a gagné son droit à l'existence. Ça, c'est quand même vraiment important pour nous. Mais en même temps, un outil, c'est mon deuxième point, fragilisé. Et enfin, essayer de voir un peu quelles sont les pistes de travail pour répondre aux défis qui sont devant nous. Alors,
Évidemment, hein, on fait des comptes, si on fait des comptes par rapport à la période évoquée centrale de la fondation de l'UNPA, évidemment, on a perdu un certain nombre de militants, d'adhérents, mais dans une période qui a été effectivement une période de crise, pour l'ensemble des organisations issues du mouvement ouvrier, et une période de crise interne dans l'organisation, celle que l'on souligne. Pour autant, je pense que le fait que le NPA soit toujours présent, que malgré le fait que certains, quand ils sont partis, nous promettaient que de toute façon on deviendrait inaudible, et que le combat qui était le nôtre à la Fondation, c'est-à-dire le combat pour le rassemblement de tous les anticapitalistes, eh bien ils pensaient que c'était mieux de venir au sein du front de gauche. Aujourd'hui, il y a effectivement des bilans à tirer. Alors, nous, on n'est pas là pour tirer des bilans des camarades qui sont partis à la GA, ce sera l'objet de débats qu'il faudra avoir avec eux dans les mois qui viennent. On est là pour tirer notre propre bilan. Mais pour la première chose à affirmer, c'est effectivement le fait que ce projet, aujourd'hui, dans le contexte politique, on partage pas mal de choses, et tout ressemblera, ce projet de rassemblement des anticapitalistes, il est plus que jamais d'actualité, et que le NPA a démontré qu'effectivement, à travers les différentes mobilisations, qu'elles soient sociales ou politiques, effectivement, on est un peu à ceux qui posent ce problème-là à toutes les occasions. Alors, je voulais aussi rappeler un extrait des principes fondateurs. Lorsque nous écrivions, nous avons deux tâches complémentaires qui se combinent. Premièrement, développer les luttes sociales par la construction coordonnée d'un syndicalisme de classe et de masse contre les directions syndicales. Et deuxièmement, par la participation forte d'organisation du mouvement social. Et ensuite, construire un parti politique pour défendre un programme global d'émancipation. Alors, je veux dire effectivement que le NPA est au rendez-vous des luttes, au rendez-vous des mobilisations, pas simplement pour les soutenir, mais pour les construire. Effectivement, contre toutes les résistances qui ont pu y avoir dans une période de recul et d'offensive, elles ont été compliquées, elles ont été particulièrement difficiles, mais la caractéristique générale de ces mobilisations, mais c'est surtout que dans ces mobilisations, je pense qu'on a fait la preuve qu'on était en capacité d'essayer d'avoir une intervention qui soit une intervention indépendante et propre. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend les luttes, les différentes luttes, lorsqu'on a essayé d'avoir une politique de construction des convergences des différentes équipes syndicales en lutte contre les licenciements en fin 2012-2013, lorsque on a construit et milité pour la construction du pôle ouvrier qui dispute la lutte, une orientation politique à la direction des bonnets rouges en Bretagne, à l'hiver dernier, dans les luttes sociales, celles des enseignants, que ce soit celles des postiers, que ce soit celles des cheminots, des intermittents et précaires. À chaque fois, on a essayé de poser les problèmes doubles pour lutter contre le gouvernement PS-MEDEF, contre son offensive, comment affirmer, comment construire en fonction des rapports de force, en fonction de capacités d'intervention, des cadres d'auto-organisation qui sont absolument indispensables pour pouvoir assurer l'indépendance des secteurs en lutte par rapport aux directions syndicales et aux problèmes de tous ceux qui sont des freins à la confrontation avec le gouvernement. Alors, ça a été vrai donc sur le plan social, ça a été vrai aussi sur le plan politique. D'une part, on a rappelé le 12 avril, c'était également notre présence dans les campagnes électorales dans lesquelles nous avons développé nos propositions et nos réponses politiques par rapport à la nécessité de mesures d'urgence et de réponses politiques pour l'ensemble du monde du travail contre la politique du gouvernement. Et ça a été effectivement, évidemment aussi, l'affirmation de la solidarité internationaliste contre y compris contre notre propre gouvernement et ses choix et les interdictions et les obstacles qu'il a développés. Alors ça, c'était effectivement l'intervention de l'ensemble du parti, quelles que soient les discussions et les débats, sans oblitérer d'ailleurs les débats et les discussions à chaque fois sur les interventions, mais ça a été l'intervention de l'ensemble de l'organisation, et c'est ça qui a permis peut-être que le NPA soit toujours présent, que le NPA soit un enjeu aussi incontournable dans la situation politique aujourd'hui. Alors par contre, effectivement, il y a aussi des fragilités, et si on veut discuter comment on grandit, si on veut discuter comment on se développe, l'important c'est de discuter aussi de nos problèmes. Alors,
le problème, je pense que le premier problème, le plus important, ce auquel on est confronté, qu'on ressent profondément, c'est le décalage entre la visibilité qu'on a, entre la manière dont on pèse à un niveau très large et nos capacités, d'une part à regrouper, d'autre part à capitaliser ça, y compris sur le terrain électoral, parce qu'il y a un décalage énorme entre la sympathie dont on bénéficie et les résultats électoraux, par exemple, mais surtout, la grosse difficulté, c'est celle de réussir à regrouper, c'est-à-dire notre objectif de regroupement des anticapitalistes, de convaincre à la fois des scènes organisées, mais aussi des militants avec lesquels on construit les luttes, des militants organisés ou non, enfin de nouveaux militants. Alors, il y a une part d'explication objective, évidemment, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais qui s'explique par le fait qu'aucune de toutes les luttes dont on a parlé n'est remportée de victoire, qui soit des victoires significatives. Et évidemment, c'est clairement, compte tenu de la situation de recul actuelle de désorganisation du mouvement ouvrier, c'est évident que reconstruire le mouvement ouvrier, ça passera par des victoires, qui soient des victoires significatives, qui soient capables de redonner confiance dans la perspective, une perspective qui repose sur l'auto-organisation, sur l'auto-activité des salariés, des jeunes et de l'ensemble des exploités. Donc, de ce point de vue-là, ça c'est une réalité objective avec laquelle il faut faire. Mais il y a aussi, ce sur quoi on peut aller, c'est compliqué pour envisager là-dessus, on n'a pas vraiment la main. Et puis il y a nos propres problèmes. Alors, le problème, c'est qu'on est effectivement capable de polariser un milieu, y compris de voir revenir dans notre environnement des camarades qui ont pu s'éloigner. On l'a vu, vous avez vu dans les cortèges dans le LTA, on l'a vu également dans les cortèges Palestine, un peu partout. Ouais. Mais pour autant, effectivement, le paradoxe, c'est qu'un certain nombre de communautés sont en difficulté, ont du mal à avoir une activité régulière, ce qui fait aussi du mal à pouvoir intégrer des nouveaux militants. On a du mal sur la formation, on a du mal sur tout un certain nombre de problèmes de fonctionnement. Et de ce point de vue-là, ces problèmes de fonctionnement, ils se cristallisent dans une crise de direction. Cette crise de direction, elle n'est pas nouvelle. On était un certain nombre à avoir fait un texte en 2012 où on posait déjà ce problème-là. Depuis 2012, elle s'est approfondie, cette crise de direction. Et aujourd'hui, cette crise de direction, alors comment la discuter et comment la surmonter? Donc, d'abord, je pense dire d'abord que le problème est à défendre droit de tendance. Et c'est important comme principe de fonctionnement de la vie démocratique du parti et de la conception qu'on a du débat politique dans la société qu'on veut construire. Après, le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire le droit de tendance? Le droit de tendance, ça veut pas dire l'obligation de tendance, et ça ne veut pas dire non plus la nécessité de tendance permanente. Et puis après, il y a le fonctionnement des tendances. Le fonctionnement des tendances, c'est indispensable, effectivement, pour organiser le débat politique. C'est indispensable pour mener les discussions. Mais le problème, c'est et c'est indispensable, si jamais il y a des divergences que les camarades estiment importantes, c'est important que ces tendances s'organisent, qu'on ait le combat pour obtenir la majorité. Le problème, c'est quand on a des tendances, des courants qui pensent que ce n'est pas possible de gagner la majorité, qui ne se battent plus pour gagner la majorité, mais qui se battent pour se construire en tant que minorité dans le parti. Et là, on arrive à une situation qui est complètement différente, qui a un problème de tension fractionnelle, qui a un problème de... Je vais pas finir, je finirai après, mais donc, par rapport à cette question-là, il y a un vrai enchangement qui parasite le débat, voire qui parfois, en particulier au niveau des directions, peut l'empêcher. Autre problème qui pose, je pense qu'il faut se poser, discuter, par exemple, dans les difficultés que nous avons au cours de l'année, nous avons des grandes difficultés sur la situation. Parce qu'il y a eu des niveaux, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Et on se trouve aujourd'hui dans une situation de certaine fragilité financière de l'organisation. Et ça, c'est pas un petit enjeu, parce que c'est la question aussi de notre indépendance politique. Donc, par rapport à ces questions-là, notre autre point, par exemple, le fait que dans toutes les interventions qu'on a discutées, dont on peut spécifier qu'elles aient permis au NTA d'exister et d'être présent dans les luttes, bon, la majorité de ces interventions, elles ont en réalité été discutées soit au niveau local, soit au niveau de branche, avec une énorme difficulté à centraliser et à impulser, du point de vue de la direction, une centralisation et une diffusion de ces orientations. Donc par rapport à tous ces problèmes, quelques pistes pour nous. Alors ce que je voudrais affirmer d'abord, et puis on reviendra sur les débats politiques, c'est que la construction aujourd'hui, pour surmonter les difficultés dans lesquelles on se trouve confronté, ça ne se fera pas par des soustractions. Ça ne sera pas en considérant qu'il faut supprimer, en se séparant de tel ou tel courant, on va réussir à renforcer l'organisation.
Le problème, c'est comment on pose et comment on impose la discussion du point de vue des intérêts, de la construction de l'ensemble du parti. Et bon, après, ce sera un débat politique. Vous êtes membre du courant Capitalisme et Révolution qui s'est fondé en décembre dernier, puisque nous, on estime que malgré le départ de la gauche anticapitaliste, il y a un certain nombre de discussions et de problèmes qui étaient posés par ses camarades. Au-delà, pour rebondir sur la fragilité financière, ses camarades nous ont quand même pas mal aidés, qui perdurent quand même dans l'organisation. Nous, la première des choses qu'on a envie de dire, c'est en réalité, on trouve que c'est assez dépolitisant de cette petite musique qui va dans le sens de dire les courants, les tendances, ça détruit le parti. On pense que l'expérience récente et l'histoire du NPA montrent tout simplement le contraire. Si on prend justement la façon dont la scission s'est faite avec la gauche anticapitaliste, et juste pour faire un peu d'histoire récente, juste après les élections régionales, où la majorité sortante est capable de faire 7 bilans différents des élections régionales, mais de se réunifier comme un seul homme dans le cadre d'un congrès qui n'est en fait qu'une vision, on va dire, momentanée, puisque le simple fait que notre porte-parole, Olivier Besancenot, ne se présente pas aux élections présidentielles, fait voler en éclats totalement cette majorité politique. Et nous, il nous semble qu'en réalité, lorsqu'il y a des divergences politiques, il faut qu'elles s'expriment. Et la meilleure façon de le faire, c'est au travers de textes, c'est au travers de débats, c'est au travers de confrontations. Et on espère qu'y compris le lancement un peu des discussions autour de où en est le NPA et les discussions autour du congrès, parce qu'un congrès, c'est pas simplement des courants, c'est des moments de politisation. On voit la présence aujourd'hui dans cet atelier montre quand même qu'il doit y avoir un intérêt à savoir comment on utilise cet outil. Ce sont des éléments qui nous semblent importants. Donc on voulait quand même tordre le cou un peu à cette idée qui serait celle de dire, et qui me semble-t-il est assez étrangère à notre tradition historique, de penser que plus on essaye de débattre, et y compris de le formaliser publiquement en interne dans l'organisation, plus ça détruit l'organisation. Alors on pense qu'au sein du NPA, en fait, depuis sa fondation, il y a eu un débat important sur le type de parti qu'on voulait construire et sur le caractère en réalité révolutionnaire du parti. Ce débat, il s'est notamment exprimé autour de l'adoption du nom de l'organisation. Pour ceux qui ont participé au congrès de fondation, sur la discussion sur le fait de savoir si le parti allait avoir affiché clairement dans son nom, y compris le caractère révolutionnaire. Mais il s'est également matérialisé en fait autour de la formule un peu de compromis qui était celle d'un parti pour la transformation révolutionnaire de la société. Au lieu en fait de défendre ouvertement la constitution, la création d'un parti pour la révolution, c'est-à-dire qui assume l'objectif de la prise du pouvoir. Et bien évidemment, ce désaccord-là, cette discussion, qui est une discussion normale, il en découle toute une série de choses concrètes dans le type de parti qu'on construit. Sur les priorités d'intervention, et ça fait partie des débats qu'on a entre nous, sur les priorités d'implantation, et sur nos rapports, de fait, avec la gauche traditionnelle et la gauche réformiste. Alors, on va tenter d'illustrer, de façon un peu vivante, quelles sont justement ces divergences, et qu'est-ce qu'il nous semble qu'il serait utile de mettre au centre de l'organisation, au centre du parti, et de fait, qu'est-ce qui est, de notre point de vue, est largement majoritaire dans l'organisation et dans l'activité de l'organisation. La première chose, nous, on trouve que sur cette université d'été, c'est Mathilde qui dit souvent ça du comité exécutif, c'est vrai que ça change des instances de l'organisation, parce que voilà, le débat par exemple qu'il y a eu, je crois que c'était il y a 2 jours, l'atelier sur les luttes, intermittents, Notre-Dame-des-Landes, postiers, cheminots, bon, le fait de te rendre compte que l'ensemble des camarades, et personne ne dit ici qu'il faut que tu appartiennes à tel courant pour avoir telle bonne pratique au sein de la lutte des classes, mais te rendre compte qu'en réalité, les copains de la commission santé, les copains des cheminots, les copains de la poste, ils ont mené la même orientation, celle d'essayer d'implanter la grève dans son secteur, de développer les formes d'auto-organisation, AG et comité de grève, AG des AG pour les cheminots, de faire converger les secteurs, ce qu'on est en train de faire les copains au niveau des hôpitaux, avec la question y compris une
une manifestation, enfin de maintenir une coordination au niveau des hôpitaux, ou ce qui a été fait au niveau des postiers avec la question de la convergence avec les intermittents ou les cheminots y compris. De préparer de fait des affrontements futurs. Tout ça, ce sont des choses qui vont effectivement dans le bon sens. Mais ce que nous on dit, c'est qu'on n'est pas une organisation de secteur, on n'est pas une fédération qui fonctionne chacun dans un secteur de la lutte des classes. On dit qu'aujourd'hui, ça devrait être la politique de l'organisation, ça devrait être la politique de la direction, ça devrait être le fil à plomb de notre organisation, y compris pour organiser l'affrontement avec le gouvernement. Alors qu'en réalité, ça occupe très peu d'espace de débat et de discussion de l'organisation et des instances de direction. Même par exemple le débat qu'on a eu dans l'université d'été, en plénier, avec les autres forces. Le problème, c'est pas d'avoir un débat avec le PG, le PCF et autres, mais c'est comment tu l'orientes. Est-ce que tu l'orientes à partir de la lutte des classes, de notre investissement et des contradictions que ça génère vis-à-vis de ces directions du mouvement traditionnel, ou est-ce que tu discutes par en haut de textes, d'accords, sans le mettre en contradiction avec la réalité de la lutte des classes, c'est-à-dire le fait que c'est difficile de se mettre d'accord avec le PCF lorsque tu n'arrives même pas à te mettre d'accord lorsque tu es dans la boîte au niveau des cheminots pour demander le retrait, ou lorsque tu n'arrives même pas à te mettre d'accord au niveau de la poste, de comment tu généralises et comment tu combats un minimum toutes ces petites bagarres qui existent aujourd'hui de façon morcelée et éparse. Alors, nous on a deux propositions, parce que c'est de ça dont il faut discuter pour que ça soit un peu vivant. Il nous semble que le prochain CPN, qui est dans pas longtemps, il ne doit pas être simplement en discussion un peu suspendue en l'air, mais ça serait bien que justement l'atelier qui a eu lieu, qui faisait un état des lieux précis des différents secteurs, et tous disaient qu'en fait il y a des choses qui étaient devant nous, et bien que ça soit le cœur de la discussion du prochain CPN qui est prévu pour le 20 et le 21 septembre. De la même manière qu'on adopte l'ensemble de l'organisation une campagne politique de l'organisation, parce que souvent il y a un peu le procès qui est fait de dire ah mais ça c'est le parti des luttes, vous faites du parasyndicalisme, vous zappez la question du pouvoir, vous zappez la question politique. Et bien effectivement de mener une campagne politique mais à notre échelle, c'est-à-dire qu'on a bien vu qu'il y a toute une série de secteurs à notre échelle, des grèves à la poste, au niveau des cheminots, les intermittents, ce qui se passe au niveau des hôpitaux, et bien d'avoir une campagne politique centralisée où on va à la croche devant les boîtes, on essaie de regrouper un certain nombre de salariés, de travailleurs qui se sont posés ces problèmes, où on avance sur une chose qui est simple, celle de effectivement la remise en cause d'un certain nombre d'acquis aujourd'hui par le gouvernement. Parce que quand tu vois tous les secteurs qui sont un peu mobilisés en réalité, c'était assez facile de pouvoir lui donner une cohérence politique d'affrontement à la politique du gouvernement, que ce soit les cheminots, que ce soit les postiers, que ce soit les intermittents, il y avait de fait le même ennemi qui était le gouvernement. Et pour nous, c'est ça tenir les deux bouts, être en plein dans l'intervention au sein de la lutte des classes, faire que la direction, ça soit le centre de ses préoccupations et de son intervention, et dans un sens qui est de poser le problème politique de l'affrontement avec la politique gouvernementale. Et c'est pour ça que très franchement, eh bien, on a un peu des difficultés à comprendre un certain nombre encore de phraséologies qui, pour nous, sont extrêmement ambiguës. Par exemple, continuer à parler d'opposition de gauche, je veux dire, c'est complètement inopérant, d'autant plus aujourd'hui dans une situation, parce qu'il y a une ambiguïté. Quand tu dis opposition de gauche, tes collègues, ils comprennent jeu parlementaire, jeu institutionnel. Ça part, et encore aujourd'hui avec le départ du gouvernement et Hamon et Montebourg qui ont dégagé, très franchement, ça va jusqu'où l'opposition de gauche. Bon, donc il faut qu'on arrive clairement à partir sur la base des bagarres qui sont existantes et à montrer qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être moins mais que de fait, poser la question du pouvoir, c'est aujourd'hui très clairement pas des canons institutionnels, mais c'est la question fondamentale de se dire oui, il y a nécessité d'un mouvement d'ensemble, oui, aujourd'hui, il faut patiemment construire, préparer ces affrontements dans les secteurs sur la base de revendications qui permettent d'unifier notre milieu et sur la base d'une volonté de convergence et de centraliser le maximum de bagarres. Donc dans la minute qui me reste, ça a des conséquences. Parce que le fait d'avoir comme vision stratégique, et c'est ce que je disais dans le fait que ça soit pas Tréhine, celle de la question des grèves de masse, de la grève générale, qui pose de fait la question du pouvoir et la question de la dualité du pouvoir, ça veut dire qu'il faut un type de parti. Et pour nous, on n'a pas vraiment envie de discuter sur la base de quel est le gardien du temple, mais qu'est-ce qui est utile aujourd'hui pour notre intervention. Et le débat qu'on a envie de porter, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin de plus de délimitation, d'un parti qui soit plus clairement révolutionnaire, qui soit plus clairement militant,
qui soit plus clairement implanté au sein de la classe ouvrière. Et pour ça, il faut une direction. Ça ne veut pas dire simplement le courant AR, mais avec l'ensemble des camarades de l'organisation et des camarades qui se posent le problème en termes de direction, de se poser ça aussi en termes de direction, parce qu'à un moment donné, il faut que ça se retranscrive dans ce qui est la politique générale et globale du parti. On a l'impression que justement, il suffirait d'avoir de la volonté politique pour résoudre l'ensemble des problèmes. Le problème, c'est que les choses sont un peu plus complexes que ça, et qu'il faut voir quelles sont les contradictions et les difficultés dans la conscience, pour voir justement, on disait dans un autre débat, voir quels sont les obstacles pour mieux les franchir. Alors je crois que quand on regarde où en est le NPA, puisque c'est le sujet du débat d'aujourd'hui, on peut que constater un décalage entre l'écho qu'on peut avoir sur certaines propositions, on l'a vu sur la Palestine en particulier, et la taille et l'isolement politique dans lequel on est. Ça, c'est la première contradiction. Et le deuxième, c'est l'absence de direction depuis plusieurs mois, qui fait qu'on a une grande difficulté à prendre des initiatives, quelles qu'elles soient par ailleurs, et qui est due au fait qu'il y a une grande difficulté à avoir un projet politique commun depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, notamment sous le coup des évolutions de la situation politique. Sandra en a parlé tout à l'heure, l'accélération de la crise économique et ses conséquences au niveau politique. Aujourd'hui, si on se retrouve aussi nombreux à la tribune, c'est parce que justement, on a peu d'homogénéité, on a peu de discussion, et on n'a pas un projet commun qui permet de faire avancer l'ensemble de l'organisation. Et je crois que c'est le but de ce débat-là, c'est d'essayer de le définir. Et il faut revenir pourquoi est-ce qu'on en est là. Et je crois qu'effectivement, c'est extrêmement important de voir pourquoi est-ce que ce qui était le projet qui avait pour le coup une certaine unité de création du NPA pose un certain nombre de problèmes. Un, c'est une surestimation de la période qu'on a tous eue, notamment parce que la création du NPA s'est faite juste après une bagarre comme le CPE et puis des scores électoraux extrêmement importants. On a surestimé nos possibilités, surestimé aussi notre rapport de force par rapport aux organisations réformistes. Et par ce biais-là, on a aussi sous-estimé, pour le coup, la capacité des organisations réformistes à se régénérer, à réexister, à polariser dans la classe ouvrière, y compris avec des camarades qui expliquaient qu'ils pensaient qu'il y avait plus de base matérielle pour la reconstruction d'organisations réformistes. Et en réalité, ces deux problèmes-là, à la fois sur le rapport de force et sur la possibilité pour les réformistes de se régénérer, c'est une sous-estimation qu'on a tous eue de l'actualité du clivage entre réforme et révolution et de sa pertinence dans la structuration des partis. On a tous eu un peu, disons, l'appât de se dire qu'il suffisait justement que c'était simple, qu'il suffisait de construire les luttes, qu'il suffisait d'avoir un bon projet politique bien séparé de la gauche gouvernementale, que ce soit dans sa forme parti communiste ou dans le PS, pour que les choses avancent, et on s'est un peu voilé la face par rapport aux difficultés. Et le bilan, c'est que la tentative de la LCR, qui était de combler le décalage entre l'audience d'Olivier Besancenot et le nombre que constituait la LCR, et ben ce projet-là a été un échec. Et aujourd'hui, pour relancer le NPA, il faut qu'on discute justement de la période et des axes de construction du parti. Et sur la période, constater qu'on est dans une période de crise profonde où tout peut bouger très vite. Je crois que justement la démission du gouvernement là en quelques jours est un symptôme de ça, d'une évolution qui peut être extrêmement rapide, où on a pu le voir dans la CGT aussi avec des espèces d'oppositions ponctuelles qui se font par rapport à la Confédération, ou à l'évolution des partis, parce qu'on n'est même pas à l'abri d'un éclatement du PS ou du Front de gauche, ou des deux. Et ces éclatements, ces reconfigurations, c'est en réalité l'éclatement de contradictions qui existent dans la conscience de classe. Et c'est pour ça que tout ce qui est discussion sur, quand Christine par exemple au meeting expliquait il faut continuer comme avant, en gros on est sur la bonne voie, etc., ou l'intervention vient de faire Gaël en disant il suffit c'est des interventions qui en réalité n'ont pas de portée pratique par rapport à la perception des difficultés qu'on rencontre et où il faut qu'on essaye d'avancer pour résoudre ces problèmes. Je voulais citer une petite chose, c'est Betsaïd qui cite Lénine. Il dit il faut aboutir à deux conclusions, alors je ne sais pas ce qu'il y avait avant, mais la première, c'est que la classe révolutionnaire doit savoir, pour remplir sa tâche, prendre possession de toutes les formes et de tous les côtés, sans la moindre exception de l'activité sociale. La seconde, c'est que la classe révolutionnaire doit se sentir prête à remplacer vite et brusquement une forme par une autre. Et je crois qu'effectivement, on peut constater dans la dernière période, avec la Palestine, avec les mobilisations contre les manifs pour tous, avec les bonnets rouges, avec les manifs contre les expulsions, que les explosions sociales et les contestations, elles peuvent arriver de tous les côtés. Et qu'il faut justement être attentif à être en capacité de répondre à tout ce type de mobilisation. Et alors je vais tirer trois conclusions.
C'est sur l'orientation du parti qu'on est dans la prochaine période, dans les prochains mois et probablement dans les prochaines années. C'est être dans les luttes, y défendre une orientation et être à leur initiative. Ce qui fait que, bon, ce qu'on appelle classiquement le pro unique. Mais effectivement, il y a une bataille, Sandra en a parlé, une bataille pour l'unité, mais il y a aussi, Gaël en a parlé, la bataille pour des directions alternatives, pour déborder les directions réformistes, pour essayer de faire qu'il y ait des transcroissances, des mobilisations, de mouvements partiels en mouvements généraux, de mouvements pour des revendications à des mouvements contre le gouvernement et des mouvements qui deviennent politiques, et que ça nécessite, pour prendre la contradiction par rapport à ce que disait Sandra tout à l'heure, ça nécessite, oui, des fronts uniques partiels, c'est-à-dire à un moment donné, regrouper les éléments les plus combatifs, mais à condition que ça soit pour entraîner l'ensemble, justement, pas se satisfaire, comme ça peut être le cas dans une série de mobilisations, du fait que des franges combatives sont actives. Non, qu'elles soient actives, ça sert à rien si elles sont en incapacité d'entraîner les franges hésitantes, parce que derrière ce débat, c'est le débat sur la reconstruction de la classe, la reconstruction de la classe pour soi, la reconstruction de la conscience de classe qui est posée. Et que oui, les gens qui votent pour la CFDT dans les élections professionnelles ou qui sont syndiqués font partie de la classe ouvrière, et qu'un enjeu pour nous, c'est effectivement que les franges les plus combatives soient en capacité d'entraîner ces franges rétrogrades ou hésitantes selon les moments. Le deuxième point, c'est de construire le parti où des questions politiques se posent. Premièrement, dans la classe ouvrière, parce que notre projet politique, c'est de comprendre qu'il y a une centralité de cette classe-là pour changer la société, renverser le système, s'affronter à la classe dominante, et pour casser les bases matérielles de l'ensemble des exploitations et de l'ensemble des oppressions. Mais c'est aussi construire le parti dans toutes les sphères où il y a des débats, c'est aussi par exemple se présenter aux élections municipales. Et quand on voit le bilan du parti sur cette question-là, où en gros l'endroit où on s'est présenté s'est résumé à une dizaine, une vingtaine de villes peut-être, là il y a un vrai drame qui est de ne pas être en capacité justement d'allier et l'intervention dans les mobilisations et la construction du parti aux endroits où se posent les problèmes les plus immédiats mais quand même politiques. Parce qu'on sait bien qu'une campagne municipale, c'est aller faire des tours dans les cités, faire du porte-à-porte et discuter l'ensemble des questions politiques avec notre camp social, et proposer notre projet politique à une échelle de masse. Et troisième élément, c'est être à l'initiative dans l'interpellation politique publique pour justement discuter avec les autres partis, mais pas parce que ça nous intéresse essentiellement de discuter avec les partis, mais surtout parce qu'ils représentent, comme des fractions de notre camp social, des gens qui se reconnaissent dans ce qu'ils racontent et qui peuvent être interpellés par ce qu'on peut dire. Et je dirais deux éléments. Un, effectivement, pour répondre partiellement à ce que disait Gaël, oui, à la rentrée, il faut qu'on appelle à une mobilisation contre le gouvernement, que ce soit dans des luttes concrètes, des luttes sectorielles, ou une campagne pour dégager Valls et Hollande, expliquer que quand les gouvernements changent, les ministres changent, la politique reste, et que si on veut en finir avec la politique du gouvernement, eh ben, il faut un grand mouvement unitaire pour dégager Valls et Hollande. Ça, c'est le premier élément. Et deux, sur la construction du parti, revenir à ce qui a fait la force de la LCR dans la période de 2002 à 2009, qui était en gros d'avoir un projet permanent de s'auto-dépasser. C'est-à-dire de dire, voilà, on est ce qu'on est, on a une stratégie, on est beaucoup d'entre nous pour la grève générale, on pense que grosso modo, c'est ce qui permet, pour ce que disait Gaël, de poser la question du double pouvoir, même si, comme disait l'autre, la grève générale pose la question du pouvoir, mais ne la résout pas. On a des visées particulières sur la question des oppressions, on a des orientations particulières sur toute une série d'éléments, mais on ne se satisfait pas d'une autoconstruction autour de nos principes politiques à nous, mais on a le projet de regrouper les anticapitalistes et les révolutionnaires, de lutte ouvrière jusqu'aux éléments qui restent sains dans l'AGA et ensemble, de construire un parti révolutionnaire de masse avec des expériences qui peuvent être différentes, avec des traditions qui peuvent être différentes. Et ça nécessite d'avoir justement cette politique d'interpellation sur la construction d'un parti révolutionnaire de masse de façon permanente, que ça soit quand on discute autour de nous, quand on sort des manifestes, quand on réactualise notre projet politique ou dans les élections. On doit avoir, à mon avis, une séparation stricte avec les organisations réformistes, ou par exemple, quand l'organisation elle fait des listes communes avec le PC ou le PG dans toute une série d'endroits, en réalité, ça brise la cohérence de notre projet de construction de ce parti révolutionnaire de masse. Moi, c'est Daniela, comité exécutif de l'ANTA, militante dans le 93 et membre du mouvement communiste révolutionnaire. Et moi, je pense que le constat dont on part tous en fait, pour ce débat, c'est que le parti traverse plusieurs années de crise.
même si en fait ces derniers temps il y a eu quelques éléments de notre politique qui ont retrouvé un écho particulier. Moi je pense qu'il y a deux leçons en fait à tirer de cela. La première en fait c'est que c'est précisément là où le parti a été capable d'assumer sa propre politique et souvent en fait en opposition à celle qui était menée par le Front de gauche, nous avons réussi à avoir ses succès, aussi bien en fait dans la grève des cheminots où en fait, les organisations du Front de gauche étaient plutôt en train de déposer des amendements chassés qui servaient à dévier le processus de la grève, que sur la question de la Palestine où la majorité du Front de gauche en fait ne nous a pas suivis dans le fait d'assumer, de manifester, même quand le gouvernement avait déclaré que les manifestations étaient illégales. Ça c'est la première leçon. Et la deuxième en fait c'est de ne pas avoir une vision que la crise du parti elle va se résoudre facilement par quelques succès partiels, parce que cette crise en fait elle est plus profonde, elle n'a pas commencé hier, ça fait plusieurs années qu'on la traîne depuis plusieurs congrès, et un des principaux enjeux de la prochaine période c'est d'essayer de faire en sorte que, et par la pratique du parti et par les débats qui vont traverser le congrès, on commence à toucher les vrais problèmes qui sont à l'origine de cette crise-là. En fait, je vais courir le risque en fait, d'être accusé de faire une mauvaise polémique par ma camarade Sandra, mais en fait nous sommes persuadés qu'à l'origine de la crise du parti, il y a oui en fait des problèmes stratégiques, des problèmes de débat stratégiques et programmatiques qu'on a éludés et qui n'ont pas été menés. La fondation UNPA répondait en fait à un problème juste, c'est-à-dire comment essayer de faire en sorte que plein de jeunes, de travailleurs qui regardaient de très bons yeux Olivier Besancenot, sa campagne, la politique qui était menée par la Ligue et qui avait participé à toute une série de mobilisations depuis 1995, mais notamment récemment autour du CPE, etc. Comment essayer d'organiser politiquement en fait au sein de l'extrême gauche ces camarades-là. Mais par contre, en fait, la réponse qui a été donnée a été selon nous en fait fausse, non pas parce qu'il aurait fallu en fait conserver la LCR telle qu'elle était, etc., et gagner ses camarades directement à la Ligue, mais parce que même en fait en essayant d'avancer vers un nouveau parti, il y avait un enjeu fondamental en fait d'être capable d'avancer dans l'expérience avec ses camarades, dans les débats avec ces camarades-là, pour essayer d'aller jusqu'au bout dans une compréhension commune, non seulement de notre projet de société générale, mais aussi de la façon d'y arriver, c'est-à-dire de notre stratégie. Un parti n'est qu'un outil au service d'une stratégie. Il n'est pas une fin en soi. Et donc, de ce point de vue-là, le fait d'avoir évité, sous un prétexte de ne pas faire fuir les nouveaux camarades, toute une série de débats, il me semble qu'il est à l'origine en fait, de pas mal des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Je ne crois pas non plus en fait, à l'idée que le fait qu'il y ait des débats politiques, des fois y compris des débats un peu acharnés, un peu vifs, c'est quelque chose en fait, qui fait peur aux camarades. Parce que, encore une fois, que le nombre de camarades qui sont autour de cette salle, ici, pour écouter un débat, ils savent en fait, qu'il y a plusieurs positions dans le parti, le démontre, en fait, témoigne de ça. La question fondamentale, c'est que souvent, nos camarades ne comprennent pas les débats qui sont menés entre les différentes positions du parti. Et ils ne comprennent pas ces débats parce que ces débats ne sont pas clairs. Parce qu'ils sont menés, en fait, à chaque fois sur une question particulière. Donc on va discuter du fonctionnement, on va discuter des priorités d'intervention, on va discuter de ceci et de cela, et en fait il n'y a pas une unité en fait, sur ces questions-là, alors que le rapport entre les questions stratégiques, comment on envisage le problème de la prise du pouvoir, quelle est la place en fait, qui peut être au centre d'un bloc des opprimés pour abattre le système capitaliste. Ces questions-là, elles ont des conséquences dans notre pratique, dans notre politique de tous les jours. Si on construit un parti, en fait, pour faire beaucoup d'agitation électorale, etc., et qui pense en fait, que c'est à travers un gouvernement dans le futur qu'on va pouvoir changer la société, on ne va pas avoir le même type de pratique si on pense qu'on doit construire un parti pour un affrontement brutal, une insurrection contre l'État bourgeois, pour sa destruction, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, à mon avis, cette séparation des débats est quelque chose qu'il faut surmonter dans le cadre des discussions actuelles. Et un des enjeux des débats qu'on va voir, c'est d'être capable en fait, d'avoir une discussion qui unifie les différents bouts en fait, de notre crise et de notre politique, c'est-à-dire la stratégie, le programme, l'orientation, le fonctionnement. Aujourd'hui, en fait, même si nous sommes plusieurs autour de cette table, j'ai l'impression en fait qu'ils sont en train de se dessiner dans le parti trois grandes lignes, en fait, trois grandes positions, et c'est un peu dans ces termes-là qui va se mener le débat d'ici le congrès. Une position qui est celle d'une partie de la majorité actuelle qui continue à affirmer en fait comme élément central de la politique du parti ce qui ont été un peu les axes de la plateforme X du dernier congrès, c'est-à-dire l'idée en fait d'articuler notre politique autour d'une opposition de gauche unitaire avec des secteurs réformistes.
et en fait avec un débouché politique sous la formule de gouvernement anti-austérité. Nous avons toujours été en désaccord avec ces formules-là, qui à notre avis en fait sont confuses pour le moins, mais nous pensons en fait qu'aujourd'hui, vu la nouvelle situation, avoir comme axe ce type de politique est devenu encore plus grave, parce que tout le monde s'est rendu compte ces dernières semaines qu'il y a à la gauche du gouvernement maintenant en fait plusieurs secteurs très très différents, en passant peut-être par les fonds d'or du PS, Europe Écologie Les Verts, le Front de gauche, etc., qui tous sont en train de se poser la question de comment en fait articuler une opposition unitaire, etc., pour affronter, y compris pour se développer d'un gouvernement qui a 17% en fait de popularité pour ce qui est de Hollande et 30 et quelques pour ce qui est de Valls, donc c'est pas un très bon ami en ce moment. Et en fait, maintenir ce cadre-là autour de l'opposition de gauche et du gouvernement anti-austérité, c'est qu'on le veut le non, en fait, faire partie de cet espace-là, à un moment, en fait, où ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a une énorme partie en fait, de la population des travailleurs de la jeunesse qui présente un profond rejet, en fait, par ces politiciens professionnels de la gauche traditionnelle, et c'est y compris sur ce terrain-là qui se construit beaucoup le Front National. Donc on peut, à un moment donné, dire en fait, comme quelque chose d'objectif, la crise, elle est très profonde, mais elle ne profite pas aux anticapitalistes, mais est-ce que cela est inévitable ? Nous ne pensons pas. Nous pensons en fait que depuis des années et des années dans ce pays, il n'y a pas une situation de la politique sociale. Il y a eu beaucoup de luttes depuis la fondation du NPA. Mais la question c'est, est-ce que nous avons été capables d'offrir une alternative politique crédible en termes de stratégie et de militantisme à ces milliers de travailleurs et de jeunes en fait, qui se sont mobilisés pendant le mouvement contre la réforme de retraite, qui avaient aussi été mobilisés contre le CPE, plus récemment en fait les cheminots, etc., etc. Non, en fait, on est sorti par exemple du mouvement de la réforme de retraite avec un parti qui avait en fait diminué sa taille, qui n'avait pas été capable en fait de gagner à ses idées, d'entraîner derrière nous toute une partie en fait d'une avant-garde dans le sens large en fait politique et syndicale qui peut être à la recherche d'une alternative politique pour laquelle on n'a pas été capable en fait d'offrir une réponse. Nous pensons donc qu'aujourd'hui il y a une deuxième position consiste à dire en fait qu'il faut surmonter cet aspect-là, donc l'élection de l'opposition de gauche du gouvernement anti-austérité et d'un rapport en fait beaucoup trop ambigu à l'égard des réformistes, mais en fait qui défend l'idée d'une sorte de retour à un NPA des origines, comme si à l'origine du NPA tout avait été parfait, et à un moment il y avait eu un péché, on ne sait pas trop où, qui avait entraîné la crise générale du parti. Donc pour toutes les raisons que je viens d'évoquer sur le rapport entre stratégie et programme et orientation, nous pensons qu'il faut creuser un petit peu plus et qu'il s'agit pour nous donc de commencer à rentrer dans un certain nombre de débats. Pour nous, ces débats ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a une question en fait très importante, c'est-à-dire en fait on veut changer la société, on veut se débarrasser du système capitaliste, on veut dépasser la société d'exploitation, mais comment? Quels sont les moyens dont on se dote pour ça? Et pour nous, il faut affirmer très très clairement en fait que nous pensons que d'aucune façon en fait ça va pouvoir passer par les institutions, que l'essentiel en fait, c'est l'auto-activité des travailleurs, et que cela va passer par un affrontement violent, insurrectionnel par la prise du pouvoir par les travailleurs. Ça a été toujours en fait l'hypothèse stratégique du marxisme révolutionnaire, et nous pensons qu'il faut l'assumer, il ne faut pas en fait avoir honte de le faire. Le deuxième problème, c'est de savoir qui. Et pour nous, le qui, en fait, ça ne veut pas dire en fait, un peu comme le poste ouvrier, une exclusivité du mouvement ouvrier, industriel, etc., etc. Mais nous pensons que la classe ouvrière organisée a un rôle fondamental à jouer dans ce processus-là, et c'est elle y compris qui est capable d'articuler un peu autour de ces combats toute une série d'autres questions, en fait, des questions d'oppression de d'autres mouvements sociaux, et de ce point de vue-là, ça implique aussi des priorités dans notre en fait, implantation, dans notre intervention, etc. Le troisième aspect, en fait, c'est l'idée d'un parti dont la priorité totale, c'est la lutte de classe, et donc aussi un parti qui se prépare pour cette intervention de la lutte de classe qui peut être très très dure et pour la révolution, et donc un parti très militant, des militants dévoués qui revendiquent le fait de consacrer la plupart de leur temps et de leur énergie avec beaucoup de joie à cette tâche passionnante qu'est celle de préparer la révolution. Donc pour nous, c'est ça en fait les enjeux de notre discussion. Aujourd'hui, en fait, nous pensons qu'il est possible de regrouper pas mal de camarades de l'organisation en fait autour de ces objectifs
dispositif-là. En fait, pour rassurer ou pas, en fait, Cathy, nous ne voulons pas être minoritaires, nous voulons gagner la majorité du parti, et c'est ça à ce que nous nous attachons en discutant avec toute une partie de camarades de l'organisation, en particulier les camarades de l'AR avec qui on est en train de développer toute une série de débats, et d'autres camarades en fait, du parti en ce sens, et nous appelons l'ensemble des camarades à s'entamer une discussion sur cette voie-là. Bon, moi je pense qu'il y a une discussion qui est un peu vaine et qu'on ne peut pas vraiment trancher entre nous, c'est sur les raisons en fait de la crise du parti, entre ce qui tient de la situation objective de la crise. Certains nous expliquent que de façon quasi mécanique ça profite à l'extrême droite et que quelle que soit l'orientation qu'on aurait pu défendre, eh bien on serait à peu près dans la même situation. Et ceux qui pensent que voilà, en tout cas, ça tient en partie au moins à l'orientation qu'on a pu défendre depuis la création du NPA, mais de toute façon, en fait, ce sur quoi on peut agir, en fait, c'est sur notre politique. Donc, c'est à mon avis de ça dont on doit discuter, et donc le but, c'est quand même d'avoir une meilleure orientation possible pour construire le parti. Donc, je suis en grande partie d'accord avec ce qu'a dit Daniela sur le problème fondamental, en fait, du NPA depuis sa création, c'est en fait l'incapacité en fait, à défendre un projet politique identifiable, alternatif à celui du Front de gauche. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre auprès de nos sympathisants qui ont beaucoup de difficultés à voir en fait, les réelles différences. Et donc, à partir de là, évidemment, le parti vers lequel se tournent ces gens-là, eh bien, c'est plus naturellement vers le parti le plus gros, le plus puissant, le plus représentatif dans les institutions, donc le Front de gauche. Et donc, voilà, et donc il faut revenir en fait à la source de nos difficultés, qui est le fait que le projet du Front de gauche, c'est donc de défendre la perspective d'un gouvernement anti-austérité, qui prendrait des mesures d'urgence pour en finir avec ces politiques d'austérité et qui mènerait une autre politique de meilleure répartition des richesses, de relance de l'activité par les dépenses publiques, par l'augmentation du SMIC. Et donc la question, c'est de savoir si nous, on est capable de répondre politiquement à ce projet politique, si on est capable de dire est-ce que ce projet politique est une solution, est une alternative aux politiques d'austérité. Et malheureusement, je pense qu'on est incapable de le faire sur le plan des analyses qu'on développe et aussi au niveau des mots d'ordre et de l'orientation. Donc tout ce qui a été dit sur l'opposition de gauche, le gouvernement anti-austérité qui contribue à faire croire aux gens que, grosso modo, on a à peu près la même politique que le Front de gauche, et aussi ce que j'ai entendu là notamment de Sandra et de Cathy, qui est en fait de ne pas remettre en cause fondamentalement l'idée que ce qu'on a à faire dans la situation, c'est de balancer une série de mesures d'urgence. Et ça, à mon avis, c'est pas ça en fait notre identité politique et notre projet politique. Ça, c'est ce que fait le Front de gauche, c'est des mesures d'urgence. Et il n'explique pas, enfin si, lui il explique qu'il veut les réaliser dans le cadre des institutions et du capitalisme, et nous ce qu'on doit défendre, c'est pas un programme d'urgence, c'est un programme de transition, c'est-à-dire c'est un programme qui met au centre la question des moyens à mettre en œuvre pour réaliser ces mesures d'urgence, parce que les gens ils ont besoin de savoir comment quelles idées en tout cas on a pour justement en finir avec ces politiques d'austérité. Et donc on doit expliquer que toutes les mesures d'urgence, tout ce qu'on veut satisfaire, c'est-à-dire l'interdiction des licenciements, les hausses de salaire, la satisfaction des besoins sociaux, eh bien on doit expliquer en fait que ça nécessite l'expropriation non pas du seul secteur bancaire, ce qui est mis actuellement en avant par le parti, mais l'expropriation des grands groupes capitalistes et la nécessité d'un gouvernement des travailleurs en dehors des institutions de la bourgeoisie, et bien qui puisse justement mener ce combat anticapitaliste. Donc bon, par rapport à ça, on a aussi un autre débat en fait dans le parti. Donc le débat tourne aussi beaucoup autour de l'intervention sur les lieux de travail, l'intervention dans les luttes, et on voit un peu le débat qui se caricature de temps en temps entre ceux qui voudraient intervenir dans les luttes, les coordonner, et ceux qui voudraient faire autre chose. Mais à mon avis, il y a surtout un problème politique, c'est-à-dire
le but, c'est pas simplement d'appeler aux mobilisations, d'être dans les mobilisations. Ça, je pense qu'il y a un accord assez général dans le parti pour justement essayer de mettre en place, de lancer un appel aux autres organisations, mener une politique de front unique pour combattre les mesures du gouvernement, la politique du gouvernement. Mais la véritable question, c'est de savoir, nous, qu'est-ce qu'on fait pour combattre les bureaucraties syndicales? Qu'est-ce qu'on fait pour que des directions alternatives, comme disait Antoine, émergent face aux directions syndicales? Et ça, il faut une politique. Il faut une politique. Donc Sandra citait en fait les principes fondateurs. On disait on veut développer un syndicalisme de classe et de masse face aux directions syndicales. Oui, mais quelles initiatives on prend aujourd'hui pour développer ce syndicalisme de classe et de masse? Il y avait une occasion très importante qu'on a eue, c'est en 2010. Le mouvement des retraites, on a tous été dans cette mobilisation. Les militants du NPA ont été très investis. C'est pas le problème fondamental, mais le problème fondamental, c'est que le parti n'a pas été du tout un point d'appui pour combattre l'orientation des directions syndicales. Peu avant la mobilisation de l'automne 2010, la direction de la CGT un petit peu s'énervait par rapport au NPA et demandait au NPA de clarifier sa position par rapport au syndicalisme. Qu'a répondu la direction du NPA à ce moment-là? Un communiqué du NPA peu de temps après la mobilisation de l'automne 2010, c'est quand même bon de le rappeler. Le NPA a tenu à dire à la CGT que sa crainte de construction d'un courant NPA dans la CGT était sans fondement. Donc voilà, la position de notre parti, ça a été de dire ne vous inquiétez pas, on ne va pas essayer d'organiser les militants de lutte de classe face à vous. Et ben moi je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, eh bien, pour qu'il y ait des directions alternatives qui émergent et qui soient des points d'appui pour l'extension des mobilisations et pour qu'une grève générale puisse apparaître, eh bien c'est que le NPA justement apparaisse, soit le porte-voix en fait de tous ceux qui s'opposent aux directions syndicales, de tous ceux qui s'opposent aux réformistes, aux Mélenchon qui proposent des référendums quand il y a des mobilisations importantes qui émergent, et donc il faut qu'on soit capable de l'exprimer publiquement et de prendre des initiatives pour rassembler les militants qui sont non seulement au NPA, mais aussi beaucoup de militants qui sont dans les organisations syndicales, qui sont souvent isolés, qui sont souvent découragés et qui quittent les organisations syndicales parce que notamment il n'y a pas ce genre de structure où ils peuvent se rattacher pour mener un combat organisé face aux directions syndicales. Donc voilà, à mon avis, des choses concrètes. À mon avis, on devrait discuter sérieusement, parce que régulièrement, d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que chacun parle de temps en temps de l'idée d'un courant qui pourrait émerger, mais concrètement, en fait, il n'émergera jamais tout seul. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est en fait essayer de sortir en fait le parti en fait de cette logique en fait de programme d'urgence, d'une autre répartition des richesses aussi qui est vraiment quelque chose qui est vraiment à la surface des choses, et essayer en fait de défendre en fait non pas comme c'est souvent caricaturé par la direction qui nous disent voilà vous voulez je sais pas construire le parti sur des bases rétrécies avec un marxisme dogmatique étroit, etc. Non, au contraire, je pense qu'il faut en effet reprendre le meilleur des traditions révolutionnaires. Donc ça c'est un truc, c'est un truc qu'on a proclamé en 2009, mais bon, il faudrait avoir une discussion sur c'est quoi le meilleur des traditions du mouvement ouvrier. Et moi je pense que voilà, c'est pas seulement d'ailleurs les acquis du trotskisme, mais ça peut être aussi d'autres traditions révolutionnaires. Par exemple, la première opposition de gauche en Russie en 1917, avant la guerre civile, qui critiquait la bureaucratisation rampante du parti, qui critiquait le terrorisme et la reprise du terrorisme par la direction du parti bolchevique. Bref, c'est évidemment qu'il faut s'ouvrir à d'autres traditions, il faut aussi repenser notre projet politique aussi à partir du combat écologiste pour montrer que les organisations trotskistes ont ignoré un petit peu toutes ces questions-là et ont été en fait ont repris un certain nombre de choses du marxisme classique qu'il faut critiquer et remettre un petit peu au premier plan non seulement les questions de propriété, évidemment la question de la propriété privée est centrale, mais aussi repenser en fait la critique des rapports de production, de l'organisation
de la production, l'organisation du travail dans les entreprises, la division du travail. Donc on a d'immenses chantiers en fait où on pourrait justement se construire à partir des préoccupations des travailleurs, qui ne sont pas uniquement des préoccupations salariales, elles existent, elles sont évidemment centrales, mais donc il y a tout un tas de choses qu'on doit travailler, mais à partir justement d'une matrice révolutionnaire contre toutes les forces du système capitaliste, donc les forces bourgeoises, mais aussi toutes les forces réformistes qui sont indispensables à la survie du système capitaliste.